Depuis le temps qu'on me demande si on peut payer les consultations chamaniques avec un poulet ou une poignée de pommes de terre, ça me semblait important de réaliser cette vidéo. Un chaman paye-t-il la TVA? Bonjour, bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue aux Chroniques du Moulin et bienvenue pour cette deuxième saison des Chroniques du Moulin. Vous savez, à la télévision, quand il y a une émission qui marche bien, en général, on la retrouve l'année d'après. Des fois, il y a des émissions qui disparaissent, des fois, il y a des émissions qui se transforment. Ça dépend de l'animateur, ça dépend des spectateurs, ça dépend de l'audimat. Et puis, ça dépend d'une alchimie entre les uns et les autres. Et on a créé ces Chroniques du Moulin l'année dernière et on a quand même eu un beau succès puisqu'en à peine un an, 9 mois à peine, on a rassemblé plus de 40 000 abonnés, donc c'est énorme. On est vraiment très très heureux, mon équipe et moi-même, et tellement heureux que ça nous a donné envie de nous engager sur une deuxième saison et donc de vous retrouver toutes les semaines pour vous proposer un thème qui sera toujours dans une approche qui je crois, fait ma marque de fabrique, c'est-à-dire pouvoir parler de tous les thèmes qui nous concernent au quotidien, que ce soit notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, les choix, l'intuition, enfin toutes les... Et puis en même temps, comment mettre plus de sagesse dans notre vie, comment incarner davantage, puisque c'est vraiment ma mission de vie, la sagesse des peuples premiers dans notre monde moderne. Donc, chaque semaine, j'aborderai avec vous des nouveaux thèmes, toujours en lien avec notre vie quotidienne, mais en m'inspirant vraiment de cette richesse que j'ai explorée pendant une quinzaine d'années avec les maîtres tibétains, amérindiens, chamans, etc. Et justement, le thème de cette chronique, un chaman paye-t-il de la TVA? Et là, en méditant quelques secondes avant de débuter cet enregistrement, je me suis rendu compte que nous avions beaucoup d'a priori, beaucoup de concepts, c'est plus des concepts, c'est des poncifs, tels que un chaman doit vivre dans la forêt. Pour être un chaman doit vivre dans sa grotte, ou doit être coupé du monde, il ne doit pas avoir d'Instagram ou de chaîne YouTube, il ne doit pas gagner de salaire parce qu'il a un don de Dieu et il transmet la magie, et donc ça, c'est un don, et un don, ça ne se monnaie pas. Et à côté de ça, on a une autre croyance qui est quand on fait des affaires, ou quand on gagne de l'argent, ou quand on développe une activité et que cette activité est florissante, on est obligatoirement dans le matériel et on n'est plus dans le spirituel. Et moi, cette opposition de la matière et de l'esprit, c'est totalement l'anti, l'anti, comment dire, l'anti-concept de tout le travail que je fais, qui vise à réunir, à rassembler la matière et l'esprit, à rassembler le spirituel et le matériel, parce qu'il n'y a pas deux mondes. Et ça, je le transmettrai toujours au fil de mes activités. Quand on regarde un arbre, il y a des arbres magnifiques autour de nous, et dans les arbres, les racines sont profondes, elles ne sont pas visibles, on sait qu'elles sont là, hein, on n'a pas besoin de creuser, on le sait qu'il y a des racines, et quand on regarde les arbres, plus ils sont solides, plus les racines plongent dans la terre à plusieurs mètres ou dizaines de mètres, et plus ces racines sont profondes, plus le feuillage est abondant. Et on pourrait dire que les racines correspondent au monde invisible, et le feuillage correspond au monde visible. Et un arbre qui aurait de courtes racines serait tout aussi déraciné qu'un arbre qui aurait des fortes racines mais aucun feuillage. On a besoin des racines profondes et du feuillage. Et à mes yeux, tout ce que je transmets, c'est ma vision de la spiritualité. À mes yeux, on a besoin, justement, la spiritualité s'appuie sur la matière et la matière s'appuie sur l'esprit. Et on a besoin, pour se réaliser spirituellement, d'avoir des racines profondes. Ça correspond à notre monde invisible, ça correspond à nos pratiques secrètes. Et on a besoin d'avoir un feuillage abondant pour être vraiment dans la transmission. Alors, quant au chaman, moi qui ai passé une quinzaine d'années, et qui passe toujours beaucoup de temps, puisque je vais en Mongolie, je vais en Amazonie, je vais en Nouvelle-Zélande, je rencontre les chamans, j'ai été initié par eux, j'ai été reconnu chaman par les Mongols, je les invite en France, je les invite ici à donner des enseignements. Donc, je connais bien cet univers, puis je les connais bien, c'est comme des frères pour moi. Et je vois comment le monde a évolué, et que
encore hier, il y avait vraiment on confiait le pouvoir de l'esprit à certains sages qui étaient les chamans, mais qui étaient aussi les hommes d'église, ou qui étaient les prêtres, ou qui étaient les religieux, et donc on perdait notre propre sagesse. Et donc on a eu cette opposition pour être vraiment dans la matière, on n'a plus d'esprit, et quand on est dans l'esprit, on en perd la matière. Pour moi, on a besoin de cet équilibre, et le chaman, c'est celui qui sait s'adapter à son environnement. Et aujourd'hui, moi je suis un chaman, je ne vais pas dire un chaman urbain, parce que je vis au milieu des arbres à la campagne, mais je connais bien le monde moderne, j'ai une chaîne Instagram, j'ai une chaîne YouTube, je donne des conférences partout dans le monde pour les managers, pour les dirigeants. Donc je m'adapte à ce monde. Je sais vivre chichement dans la forêt, je sais vivre humblement et dans la sobriété heureuse. Et il se trouve que moi, ma vocation, c'est effectivement de transmettre le chamanisme au monde moderne. Et pour ça, on a besoin, si on veut être adapté à ce monde, si je vais en Amazonie, je vais avoir besoin de m'adapter aux moustiques, je vais avoir besoin de m'adapter aux prédateurs, et je vais avoir besoin de m'adapter à mon public. Voilà, je ne vais pas parler le même langage si je fais un enseignement pour les Brésiliens ou si je fais pour les Français. Et si je fais un enseignement en France, je vais avoir besoin de m'adapter à la jungle française, puisque quelque part c'est presque une jungle. Et donc la façon de se préserver, ça va être d'avoir un statut officiel, de payer ses impôts, de déclarer sa TVA, d'être en société, puisqu'effectivement j'ai une société, l'Académie de l'Acte, qui porte mes activités. Si je fais ça en faisant payer mes consultations au black, en déclarant pas mes impôts, je ne serais pas adapté à ce système, vous comprenez? Je ne serais pas adapté, je serais dans la marge, dans la marginalité, mais le chaman, il n'est pas dans la marge, il épouse complètement la société dans laquelle il vit. Il n'en est pas ni l'esclave, ni le disciple, il est libre de ça, hein, mais il sait s'adapter. C'est pour ça que j'encourage, aussi bien en France, puisqu'en France le chamanisme ou le néo-chamanisme peut-être se développe beaucoup, j'encourage ceux qui pratiquent le chamanisme à avoir cette double approche, c'est-à-dire à être complètement impliqués dans la tradition qu'ils honorent, comme je le suis avec les Mongols ou les Amérindiens. Je suis complètement habité, imprégné de ça. De ça, ce sont les pratiques secrètes. Et en même temps, c'est pas parce qu'on fait des pratiques secrètes qu'on ne doit pas, qu'on doit être flou ou même hors la loi au niveau de sa comptabilité, au niveau de sa gestion. Donc je crois que c'est un équilibre qui est important. Et je pose la question un peu en provocation avec le chaman doit-il payer la TVA? Mais dès lors qu'il a une activité qui fonctionne, bien sûr, c'est une activité, pourquoi le fait de donner des consultations chamaniques par rapport au fait d'être coach en intérieur ou par rapport au fait ça devrait être différent. Je crois vraiment au contraire que nous sommes dans une période où nous avons besoin de réunir. Et de toute façon, ce ne serait plus possible de faire autrement. Ça, c'est vraiment important pour ceux qui continuent, puisque je reçois un courrier très abondant, et dans le milieu de toutes les personnes qui m'encouragent à continuer, il y a toujours quelques détracteurs qui me disent mais c'est pas possible d'être chaman, vous travaillez dans les entreprises, etc. Ça ne serait pas possible de faire autrement. Ou alors, ça serait s'affirmer en disant je suis hors la loi, je ne respecte pas les lois, et donc s'exposer à ce moment-là à avoir la vie qui correspond à ça, à avoir les redressements, les pénalités, les choses de ça. Donc on a besoin de savoir voilà, si je vais en Amazonie, encore une fois, je vais respecter les lois de l'Amazonie, je vais être attentif avec les dangers qu'il y a en Amazonie. Si je suis en France, je vais être attentif et je vais m'adapter. Donc c'est vrai pour les chamans, mais c'est vrai pour les guérisseurs, c'est vrai pour les coachs. Bien sûr, il existera toujours d'autres chamans ou d'autres guérisseurs qui, eux, estiment avoir reçu un don et souhaitent humblement transmettre ce don et ne pas se faire payer pour ça. Il n'y a aucun jugement de ma part, je ne suis surtout pas en train de dire voilà comment il faut faire, mais je suis en train de dire comment chacun peut faire. Et je crois que de la même façon que certains prônent le développement, d'autres prônent la sobriété, l'un n'a pas raison, l'autre a tort, mais je crois qu'on a besoin d'être aligné. Et si on prône la sobriété heureuse, d'être complètement
aligné dans sa sobriété, de façon à ne pas nourrir de frustration. Et à ce moment-là, on peut peut-être, je vous dis ça, et dans 20 ans, j'arrêterai complètement la chaîne YouTube, j'aurai juste de petits besoins, et puis je ferai des consultations gratuitement ou des stages gratuitement. Peut-être que ce sera ça, à ce moment-là, ma période de vie, mais pour l'instant, ma période de vie, c'est une période où je transmets, et je crois que de plus en plus de chamans ont besoin de transmettre. J'étais encore avec mes amis maoris hier à parler de ça, que c'était important qu'ils aient une chaîne YouTube, ils disaient comment faire, voilà, donc on travaille ensemble, mais je crois que puisque moi c'est ma vocation de transmettre et donc de faire vivre une équipe, puisqu'il y a toute une équipe qui travaille avec moi, de faire vivre un lieu, de faire vivre, d'accueillir, d'inviter les chamans du monde entier, à ce moment-là, oui, si c'est ça cette vocation, alors c'est important de le faire dans les règles. Et si notre vocation c'est de vivre dans une grotte, vivons humblement et dans la joie dans une grotte, mais je crois qu'il y a de la place pour tous les chamans, comme il y a de la place pour tous les artistes, comme il y a de la place pour tous les boulangers et pour tous les enseignants. Et je crois que la richesse du chamanisme, ça sera justement d'apprendre à vivre les uns avec les autres, non pas en étant opposés, mais en étant, comme l'est le nouveau monde, dans la complémentarité et dans l'unité.